Le sang coulait encore de ma gorge quand j'ai entendu le rire de Julien, ce rire cristallin qui avait autrefois fait fondre mon cœur, mais qui maintenant résonnait comme le glas de ma propre existence. J'étais étendu sur le parquet froid de notre appartement haussmannien à Paris, les yeux rivés au plafond orné de moulures centenaires, et je me suis dit, c'est fini, Claire, tu as tout perdu pour un traître. Puis, dans un flash aveuglant, le monde s'est effacé, et j'ai rouvert les yeux sur le même lit, 5 ans plus tôt, le jour où tout avait commencé à basculer vivante, respirante, et assoiffée de revanche. Je sentais encore le goût métallique de la mort sur ma langue, ce poison qu'il avait glissé dans mon verre de Bordeaux lors de notre dernière soirée, feignant l'amour éternel pendant que ses mains tremblaient de culpabilité. Pourquoi, Julien, ai-je murmuré dans le vide de cette chambre qui n'était plus souillée par le crime, mais qui portait déjà les germes de la trahison. Et là, dans le silence du petit matin parisien, une certitude s'est ancrée en moi comme une lame, cette fois, je ne serai pas la victime, je serai le bourreau. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une rage pure, viscérale, celle qui fait trembler les fondations des cathédrales gothiques. J'ai bondi du lit, nu sous les draps de soie que nous avions achetés ensemble à Montmartre, et j'ai couru vers le miroir où mon reflet, jeune, intact, me fixait avec des yeux que je ne reconnaissais plus, ceux d'une femme revenue des enfers, prête à semer le chaos dans les rues pavées de la capitale. Paris, cette ville des amants et des poètes, s'étalait sous mes yeux depuis la fenêtre de notre appartement du Marais, baigné dans la lumière rosée de l'aube. C'était le 15 mai 2020, 5 ans avant ma mort, et l'air portait encore l'odeur des croissants frais du boulanger d'en bas. Julien dormait à mes côtés, son souffle régulier comme un métronome de la trahison à venir. Je le regardais, ce bel homme aux cheveux noirs en bataille, aux lèvres ourlées qui m'avait susurré tant de mensonges, et une nausée me submergea. Dans ma vie précédente, il avait été mon tout, mon amant, mon confident, le quai fondateur de notre petite agence de design graphique qui grimpait les échelons des contrats parisiens. Mais il avait tout saboté pour elle ou pour Élodie, sa collègue aux yeux verts et aux ambitions voraces. Je me souviens de tout, maintenant, avec une clarté cruelle. Élodie était entrée dans nos vies comme une bourrasque printanière lors d'une soirée networking au Café de Flore. Elle, avec son accent du sud-ouest chantant, ses robes fluides qui frôlaient les tables en marbre, avait capté l'attention de Julien dès le premier regard. Moi, Claire Duval, la fille de banlieue lyonnaise qui avait gravi les marches de l'ESSEC à la force des poignets, je n'avais rien vu venir. Ou plutôt, j'avais choisi de l'ignorer, ses regards volés, ses textos effacés à la hâte. La trahison avait culminé 6 mois plus tard, Élodie, enceinte de lui, m'avait accusé de vol de design des fichiers falsifiés qu'ils avaient plantés ensemble dans mon ordinateur. Le scandale avait éclaté comme une bombe dans les cercles feutrés du design parisien. J'avais perdu des clients, mon réputation, et dans la foulée, Julien m'avait quitté, feignant la surprise devant les preuves irréfutables. Mais le pire, oh le pire, c'était le secret qu'ils avaient enterré sous des couches de mensonges. J'avais découvert, trop tard, que le bébé n'était qu'un lors une fausse grossesse pour me discréditer, orchestrée avec un médecin complice dans une clinique privée de Neuilly. Élodie n'était pas enceinte, elle visait mon poste de directrice créative, et Julien, mon partenaire, avait vendu notre agence à un concurrent pour une somme rondelette, me laissant exsangue et ruiné. La chute avait été inexorable, licenciement, dépression, et enfin, cette nuit fatale où il était revenu s'excuser, un verre empoisonné à la main. Le strychnine, rapide et indétectable dans le vin rouge, m'avait emporté en convulsion, seul dans l'appartement que j'avais payé de mes sueurs. Maintenant, revenu, je sentais la fureur couler dans mes veines comme un vin corsé de Bourgogne. Je ne pleurais plus, je comploterais. Le premier pas ? Me taire. Jouer la comédie de l'amour aveugle, tout en tissant ma toile. Je me suis glissé sous les draps, collant mon corps contre le sien, et j'ai murmuré à son oreille endormie, « Bonne matinée, mon amour ». Il s'est réveillé avec un sourire paresseux, m'attirant contre lui pour un baiser matinal. Ses lèvres sur les miennes me donnaient la nausée, mais j'ai répondu avec ferveur, mes ongles s'enfonçant imperceptiblement dans son dos à un avant-goût de la douleur à venir. La journée s'annonçait comme n'importe quelle autre, réunion à l'agence rue des Rosiers, suivie d'un déjeuner au BHU, ce bistrot branché où les influenceurs sirotaient des cocktails à base de gin infusé. Mais pour moi, chaque instant était une arme à affûter. En traversant le pont Marie, le vent du Seine fouettant mes cheveux, j'ai sorti mon téléphone et effacé discrètement les contacts suspects. Non, pas encore. Mieux valait les garder, pour les surveiller. Élodie avait déjà un profil LinkedIn impeccable, avec des posts sur l'innovation durable en design. Je l'ai liké, un sourire carnassier aux lèvres. Bientôt, ma chère,
tu regretteras d'avoir croisé mon chemin. À l'agence, l'air embaumait le café fraîchement moulu et les idées neuves. Julien présidait la table de réunion, charismatique en chemise bleu clair, distribuant les tâches comme un roi bienveillant. Claire, chérie, tu t'occupes du moodboard pour le client LVMH. J'ai hoché la tête, mes yeux plongeant dans les siens avec une intensité qui l'a prise pour de la passion. En réalité, je visualisais déjà son humiliation publique. Pendant la pause, je me suis éclipsé aux toilettes et ai ouvert mon laptop. Un simple scan, rien d'anormal encore. Mais je savais où chercher. Dans ma vie passée, j'avais trouvé les emails codés sur le serveur partagé au projet Eden, leur nom de code pour la trahison. Ce soir-là, rentré chez nous, nous avons dîné d'une blanquette de veau que j'avais mijotée avec soin à un plat familial, innocent en apparence. Julien parlait de nos rêves, on va conquérir Paris, toi et moi. J'ai ri, un rire cristallin, en versant le vin. À nous, ai-je trinqué, observant la goutte de liquide rouge sur le bord de son verre. Pas de poison aujourd'hui, la vengeance se savoure lentement, comme un bon comté affiné. Mais sous la table, mes doigts pianotaient sur mon téléphone, un message anonyme à un contact de l'agence, semant la première graine du doute. Regardez les backups du 10 avril. Quelque chose cloche avec Élodie. Les jours suivants filèrent en une danse macabre. Je maintenais la façade, dîner romantique aux chandelles place des Vosges, promenade main dans la main le long de la Seine, où les lumières des bateaux-mouches dansaient comme des feux follets. Julien, inconscient, se confiait de plus en plus, Élodie est ambitieuse, tu sais ? Elle pourrait nous être utile. Je hochais la tête, feignant l'approbation, tandis que mon esprit cartographiait leurs faiblesses. Élodie avait un passé trouble, une affaire de plagiat étouffée à l'école des beaux-arts. Julien, lui, cachait une dette de jeu au casino d'Anguien, un vice qu'il avait nié jusqu'au bout. La première fissure apparut une semaine plus tard. Lors d'une présentation client, Élodie avait accidentellement présenté un design trop proche du mien, une coïncidence ? Non, une provocation. Les clients, des représentants de Chanel, avaient froncé les sourcils. C'est inspiré de votre travail précédent, Claire ? J'ai souri modestement, peut-être, mais l'originalité est dans les détails. Julien avait recadré Élodie en privé, et je les avais entendus, porte entr'ouverte, fais gaffe, elle est plus maligne qu'on pense. Son rire nerveux m'avait donné des frissons de plaisir. Mais la vraie tension monta quand je décidai de mon premier coup d'éclat controversé. Une nuit, alors que Julien dormait, je piratai son téléphone, un logiciel basique téléchargé sur le dark web, fruit de mes nuits solitaires à apprendre depuis ma renaissance. J'y trouvai les premiers messages, Élodie, rendez-vous ce soir ? Oui, mais discrètement. Ce n'est pas stupide. Mon cœur se serra, non de jalousie, mais d'anticipation. J'effaçai les preuves de mon intrusion et plantai une fausse alerte, un texto anonyme à Élodie, Julien te largue pour Claire. Méfie-toi. La discorde sèmerait le chaos. Le lendemain, au bureau, l'air crépitait. Élodie me fusillait du regard pendant le café, Julien évitait mes yeux. Parfait. Paris, avec ses ruelles sombres et ses secrets bien gardés, devenait mon terrain de jeu. Et moi, Claire la ressuscitait, j'étais prête à faire couler le sang métaphoriquement, pour l'instant. Les semaines suivantes furent un ballet de dupes, où chaque sourire masquait une lame affûtée. Je me fondais dans le rôle de l'amante épanouie, cuisinant des ratatouilles provençales pour Julien, l'emmenant à des vernissages au centre Pompidou où nous nous tenions la main devant des toiles abstraites de Soulages. Mais intérieurement, je bouillonnais. La vengeance n'est pas un sprint, c'est un marathon parisien, avec ses embouteillages de la place de la Concorde et ses coups de théâtre imprévus. J'avais établi mon plan, exposé leur complot couche par couche, les forçant à se retourner l'un contre l'autre, jusqu'à ce qu'ils implosent dans un scandale qui ébranlerait leur monde. Élodie, cette vipère aux allures de muse, commit sa première erreur majeure lors d'un team building à Versailles. L'agence avait loué les jardins pour une journée créative, avec atelier de dessin sous les bosquets de Le Nôtre. Julien, en hôte parfait, avait insisté pour que je vienne pour nous souder, chérie. J'avais acquiescé, emportant dans mon sac un enregistreur miniature, vestige de mes lectures paranoïaques sur l'espionnage industriel. Pendant que les autres croquaient des fontaines, je surpris Élodie et Julien derrière une étagère en forme de satyre. Il faut accélérer, murmurait-elle, sa main sur son ventre plat où le mensonge incarnait. Claire bloque tout avec ses idées conservatrices. Julien hésita, pas encore. Laisse-moi la manœuvrer. Leur conversation, capturée dans toute sa laideur, devint mon talisman.
De retour à Paris, train bondé de la RER, je l'écoutais en boucle sur mes écouteurs, notant chaque intonation, chaque pause lourde de culpabilité. Ce soir-là, au lit, je fis l'amour à Julien avec une fureur contenue, mes ongles traçant des sillons sur sa peau tandis qu'il gémissait mon nom. « Je t'aime tant, souffla-t-il. Moi aussi, répondis-je, et c'était vrai, j'aimais la haine que je lui vouais, cette passion destructrice qui me maintenait en vie. Mon deuxième coup fut plus audacieux, et controversé. Je contactai discrètement un journaliste freelance du Monde, un certain Marc Lefebvre, que j'avais connu à l'université. J'ai une histoire sur la concurrence déloyale dans le design, lui dis-je au téléphone, voix voilée par un filtre. Je lui envoyai un extrait audio anonyme juste assez pour titiller, des murmures survolent de concept. Lefebvre mordit à l'hameçon, c'est énorme. Donnez-m'en plus. Pas encore, pensai-je. Laissez mijoter. La tension grimpa d'un cran quand Élodie annonça sa grossesse lors d'un dîner d'équipe au Procope, le plus ancien café de Paris. Les coupes de champagne pétillèrent, les félicitations fusèrent comme des confettis. Julien blêmit légèrement, évitant mon regard, tandis qu'Élodie rayonnait, main sur le ventre. C'est une surprise totale, s'exclama-t-elle, ses yeux verts me défiant par-dessus la table. Je levai mon verre, à la nouvelle vie qui s'annonce. Que Dieu protège les innocents. Mon ton était doux, mais mes mots portaient l'écho d'une malédiction. Les collègues, ignorants, trinquèrent, Julien me serra la main sous la table, moite de sueur. Cette nuit-là, seul dans la salle de bain pendant que Julien ronflait, je vomis au nom de dégoût, mais de rage. Comment avait-il pu? Le secret qu'ils enterraient était pire qu'une simple affaire, Julien avait falsifié des documents fiscaux pour l'agence, détournant des fonds vers un compte offshore au nom d'Élodie. Dans ma vie passée, c'était cela qui m'avait achevé accusé de fraude, jeté en pâture aux huissiers. J'avais tout perdu, l'appartement, mes économies, ma dignité. Et le poison, ce soir-là, n'était que la cerise sur le gâteau empoisonné. Le lendemain, je passai à l'action. Utilisant un VPN pour masquer mon IP, j'accédai au serveur de l'agence et plantai une erreur, un fichier nommé eden-baby.pdf, contenant des esquisses volées et un faux échogramme. Puis, un email anonyme au comptable, vérifier les flux vers Chypre. Urgent. Le chaos s'installa subtilement. Élodie paniqua lors de la réunion suivante, quelqu'un a touché à mes fichiers. Julien la calma, mais ses yeux scrutaient la pièce, paranoïaque. Moi, je notais des idées pour le prochain client, impassible. Bientôt, les rumeurs enflèrent comme la brume sur la Seine. Marc Lefebvre publia un article discret, soupçon de plagiat dans une agence du Marais, une future mère au cœur du scandale. Élodie hurla au bureau, accusant une jalousie interne. Julien me prit à part, tu crois que c'est elle qui? Je feignis l'étonnement, qui sait? Paris est une ville de serpents. Il m'embrassa, reconnaissant pour l'instant. Mais ma décision la plus controversée vint alors, infiltrer leur intimité. Je louai un appartement meublé à Bastille sous un faux nom, et installai une caméra cachée dans un bouquet de fleurs envoyé à Élodie, un cadeau anonyme pour la féliciter. Les images arrivaient sur mon téléphone, leur rendez-vous clandestin dans un hôtel de la rue Saint-Honoré, leur dispute sur le timing. Et si Claire découvre tout, s'inquiétait Julien. Elle est finie, ricanait Élodie. Je riais seul, dans l'ombre, planifiant le coup suivant, impliquer la loi. Un soir de pluie battante, alors que les gouttes martelaient les vitraux de Notre-Dame au loin, je contactai un avocat spécialisé en droit des affaires, une femme assez renommée Sophie Laurent. J'ai des preuves de fraude, lui dis-je, masquant ma voix. Elle accepta de creuser, en échange d'une part du scoop. Les dés étaient jetés. La toile se resserrait, et Paris, indifférente, continuait son tango éternel. Pourtant, une ombre me hantait, et si je devenais pire qu'eux? Cette pensée me rongeait, mais la mémoire du poison balayait tout scrupule. La revanche était ma renaissance. L'été 2020 enveloppa Paris d'une chaleur moite, transformant les boulevards Haussmann en fours géants où les Parisiens, masqués contre le virus qui rôdait encore, cherchaient refuge dans les brasseries ombragées. Pour moi, cette canicule était un allié, elle faisait suer les coupables, littéralement. Julien et Élodie, maintenant sur des charbons ardents, multipliaient les erreurs. L'article de Lefebvre avait fait des vagues discrètes, des likes sur Twitter, des murmures dans les cafés du quartier latin. L'agence vacillait, perdant un contrat avec Hermès pour manque de transparence. Je maintenais ma comédie avec une précision chirurgicale. Matin au marché d'Aligre,
où je choisissais des fromages affinés en flirtant avec les étals, après-midi à l'atelier, où mes croquis innovants inspirés de mes rêves post-mortem impressionnaient les clients. Julien me couvrait de compliments, « Tu es une muse, Claire. » Si seulement il savait que ma muse était la fureur elle-même, cette déesse grecque réinventée en mode parisien, avec un foulard Hermès et des loups-boutins écarlates. Élodie, sentant le vent tourner, tenta une contre-attaque. Elle m'invita à un déjeuner de réconciliation au Fouquet's, sur les Champs-Élysées. Assise sous les parasols rayés, face aux vitrines scintillantes, elle sirota un Perrier menthe, sa main protectrice sur son ventre. Claire, les rumeurs. C'est dur pour le bébé. Ses yeux verts imploraient, mais je voyais le calcul derrière. Je comprends, répondis-je, piquant dans mon foie gras. La trahison, c'est comme un vin qui tourne, au début exquis, puis amer. Elle pâlit. De quoi parles-tu? J'ai souri, des secrets qui pourrissent de l'intérieur. Ce déjeuner fut pivotal. En partant, je perdis mon téléphone sous la table en réalité, un leurre bardé d'un mouchard GPS. Élodie, curieuse, le ramassa et le garda 1 heure avant de me le rendre via Julien. Assez pour que je trace son trajet, un rendez-vous chez un notaire du 16e arrondissement. Le même qui avait validé leur compte offshore. Bingo. Ce soir-là, je confrontais Sophie Laurent avec les preuves, enregistrements, traces bancaires. Procédons par étapes, conseilla-t-elle, sa voix rauque de fumeuse invétérée. D'abord, une plainte anonyme pour diffamation contre Élodie. La plainte atterrit comme une grenade. Élodie fut convoquée par la police judiciaire du quai des Orfèvres, ce bastion art déco où les ombres des anciens scandales planent encore. C'est une calomnie, hurla-t-elle à la presse, son visage crispé sur BFM. Julien, paniqué, rentra tard, sentant l'odeur de mon parfum sur les oreillers. Qu'est-ce qui se passe avec Élo, demanda-t-il, feignant l'innocence. Je haussai les épaules, les ambitieuses tombent vite à Paris. Nous fîmes l'amour ce soir-là, frénétique, comme si le danger attisait nos flammes. Mais dans l'obscurité, mes larmes coulaient au nom de tristesse, mais de la perversion de ce que nous avions été. Le twist mineur survint alors, je découvris, via la caméra, que Julien doutait. Lors d'une nuit d'ivresse à l'hôtel, il confia à Élodie, « Et si on arrêtait ?» Clairet. Irremplaçable. Elle le gifla, « Trop tard, idiot. Le fric est à nous. » Leur alliance craquelait, et je savourais chaque fissure comme un éclair au chocolat chez Pierre Hermé. Ma décision controversée suivante fut la plus osée, impliquer la famille. Les Duval, mes parents provinciaux, ignoraient tout de ma première mort, mais ils adoraient Julien, un vrai Parisien. J'invitai ma sœur cadette, Léa, en week-end surprise. Elle arriva par le TGV, cheveux au vent, sac Vuitton en bandoulière. Lors d'un dîner autour d'argent, avec vue sur la cathédrale, je glissai à son oreille, « Surveille Julien pour moi. J'ai des doutes. » Léa, loyale mais impulsive, mordit. Bientôt, elle textait, vu Élodie sortir de chez lui. Burk. Julien sentit le piège se refermer. Il devint distant, prétextant des deadlines. Une nuit, il craqua, « Claire, on doit parler. » Assis sur notre balcon surplombant la place des Vosges, il avoua une partie au patou. J'ai fait une erreur avec Élodie. C'est fini. Je feignis les larmes, le serrai contre moi, prouve-le. Coupe les ponts. Il promit, scellant notre pacte d'un baiser salé. Mais je savais, les promesses sont comme les macarons, sucrés mais éphémères. Le climax approchait. Sophie lança la bombe, une perquisition à l'agence, ordonnée par un juge. Les flics, en civil, débarquèrent un matin pluvieux, scellant les ordinateurs. Élodie hurla, accusant Julien, c'est lui qui a tout manigancé. Lui, blême, pointa du doigt, elle m'a forcé. Les médias s'emballèrent scandale au Marais, trahison et fausse grossesse dans le monde du design. Paris bruissait de ragots, des salons de thé de Saint-Germain au forum Reddit français. Moi, je restais en retrait, l'ange gardien apparente. Julien rentra effondré, c'est la fin. Je le consolai, masquant mon triomphe. Mais la vraie tempête couvait, le secret ultime, celui du détournement, allait éclater. Dans les méandres du métro Châtelet, sous les voûtes humides, je sentis un frisson, étais-je allé trop loin? La vengeance me consumait, mais Paris, impitoyable, exigeait son dû. Automne 2020, les feuilles jaunies des marronniers de l'avenue Montaigne tourbillonnaient comme des confettis macabres, annonçant la chute imminente.
L'agence était un champ de ruines fermé par les autorités, nos employés dispersés comme des pigeons affolés place Vendôme. Julien et moi avions fui dans un hôtel discret du 7e arrondissement, près des Invalides, où les canons rouillés semblaient moquer notre désastre. On recommencera, murmurait-il, blotti dans les draps empesés, sa main cherchant la mienne. Je la serrais, mais mon esprit vagabondait vers les geôles de Fresnes, où Élodie croupissait déjà en garde à vue pour faux et usage de faux. La presse, cette meute affamée, dévorait l'affaire. Libération titrait « La trahison enceinte, un couple maudit du design parisien ». Des photos floues d'Élodie menottées circulaient sur Instagram, ses yeux verts injectés de haine. Julien, cible collatérale, recevait des menaces anonymes ou ironies du sort, certaines venaient de moi, via un burner phone acheté à Pigalle. Tu paieras pour ta faiblesse, lisait-il, pâle comme un marbre de Rodin. Qui fait ça, gémissait-il. Les jaloux, répondais-je, caressant ses cheveux. La culpabilité le rongeait, et je l'alimentais goutte à goutte, comme un sommelier versant un poison lent. Sophie Laurent, mon allié fantôme, avançait ses pions. Le juge à les relevés bancaires, m'annonça-t-elle lors d'un appel crypté depuis un café bondé de Belleville. Julien est impliqué jusqu'au cou aux 200 000 € détournés. J'hésitais un instant, dénoncer l'homme que j'avais aimé? C'était le cœur de ma controverse morale. Dans ma vie passée, j'avais protégé ses mensonges, payant de ma vie. Maintenant, la balance penchait, la justice, cette déesse aveugle à la française, exigerait son tribut. Allez-y, ordonnai-je, voix ferme. Le raid final frappa comme un orage sur mon martre. La police perquisitionna notre ancien appartement, saisissant disques durs et carnets. Julien fut arrêté au petit matin, menottes au poignet, tandis que je pleurais dans les bras des agents. Je n'en savais rien, sanglotai-je pour la caméra de France 2, qui filmait la scène. Les voisins, ces commères du Marais, chuchotaient derrière leurs volets, pauvre Claire, trompée et ruinée. Mon rôle d'innocente était parfait, des posts LinkedIn larmoyant sur la résilience, des interviews émouvantes au Figaro. Élodie, libérée sous caution, tenta une contre-offensive désespérée. Elle m'appela, voix éraillée, « C'est toi, hein ?» La sorcière revenue des morts. J'éclatai de rire, un rire hystérique qui résonna dans le hall de l'hôtel. « Viens me voir, Hello. On boira un verre au Ritz. » Elle vint, silhouette défaite enveloppée d'un manteau Burberry, les yeux cernés comme ceux d'une fugueuse de film de Melville. Assise au bar Art déco, sirotant des martinis, elle cracha son venin, « Julien t'a toujours détesté. C'est moi qu'il voulait. » Je la fixai, impassible, « Vraiment ?» demande-lui pendant son interrogatoire. Le twist se révéla alors, cruel et inattendu, Élodie n'était pas la seule marionnettiste. Dans ses aveux forcés, elle balança un nom au celui de mon propre oncle, un banquier véreux de la Défense, qui avait financé leur coup pour racheter l'agence à bas prix. Le secret enterré remontait à mon enfance, une dette familiale que j'avais ignorée, mais qui m'avait marqué au fer rouge. Ton oncle nous a promis 500 000 si on te brisait, octa-t-elle, larmes aux yeux. La trahison s'élargissait, englobant le sang de mon sang. Rage ou pardon? Je choisis la lame. Ma décision ultime, la plus controversée, fut de tout révéler publiquement. Lors d'une conférence de presse improvisée au Trocadéro, face aux touristes ébahis, je lus une déclaration, « J'ai été trahi par ceux que j'aimais, mais Paris m'a appris la force. » Les flashs crépitèrent, les titres hurlèrent, Claire Duval, victime ou vengeresse. Julien, depuis sa cellule, m'écrivit une lettre, « Pardonne-moi. Je t'aimais vraiment. » Je la brûlai dans un cendrier de l'hôtel, cendres dispersées par le vent automnal. Le procès s'annonçait épique, au palais de justice, sous les fresques de Delacroix, où les échos des procès Dreyfus hantaient encore les couloirs. Élodie plaida la manipulation, Julien, l'amour égaré. Moi, témoin star, je témoignais avec une froideur qui fit frémir l'Assemblée, leur crime n'était pas seulement financier, c'était un assassinat moral. Le jury, composé de Parisiens blasés, hocha la tête. Mais au milieu de ce tourbillon, une fissure en moi, des nuits d'insomnie où le fantôme de ma mort me visitait, me rappelant que la vengeance corrompt l'âme. Était-ce justice, ou simple sadisme? Paris, avec ses lumières tamisées des bistrots, ne jugeait pas, elle absorbait tout. Le verdict approchait, et avec lui, mon heure de vérité. Hiver 2020 à 2021, Paris sous la neige, un manteau blanc sur les cicatrices de la ville, transforma les Champs-Élysées en carte postale mélancolique. Le procès battait son plein au cœur du palais de justice,
où l'air chargé d'histoire, odeur de vieux parchemin et de tensions palpables étouffait les accusés. Élodie, en tailleur Chanel prêté, sanglotait sur le banc, invoquant une erreur de jeunesse. Julien, costume froissé, fixait le vide, son charisme érodé comme une statue oubliée au Louvre. Moi, dans la salle des témoins, vêtu d'un ensemble noir sobre, j'étais l'incarnation de la dignité blessée mais intérieurement, un volcan prêt à entrer en éruption. Les audiences se succédaient en un drame shakespearien revisité à la française, témoignages larmoyants d'employés, expertise financière décryptant les flux occultes vers Chypre. Mon oncle, traîné au barreau, nia tout dans un jargon bancaire impénétrable, mais les emails falsifiés qu'Élodie avait balancés le clouèrent au pilori. Traîtrise familiale, titra le Parisien, avec ma photo en noir et blanc, regard hanté. Les réseaux sociaux bouillonnaient, Claire vengeresse trendigne, mélange d'admiration et de soupçon. Étais-je une héroïne, ou une manipulatrice? Le couteau s'enfonça dans ma poitrine comme un amant perfide, et je sentis mon sang chaud couler sur le parquet ciré de mon appartement parisien, tandis que le sourire triomphant de Julien illuminait son visage de traître. Tu n'aurais jamais dû fouiller, Héloïse, murmura-t-il, ses yeux verluisants de cette arrogance que j'avais autrefois prise pour de la passion. Puis tout devint noir et soudain, le monde explosa en un tourbillon de lumière, me ramenant non pas au paradis, mais à l'enfer que j'avais fui, le 15 juin 2024, exactement un an avant ma mort, dans le même lit où nous avions conçu notre trahison mutuelle. Je me redressai d'un bond, le cœur battant la chamade, les draps de soie collés à ma peau moite. Paris s'étalait devant moi par la fenêtre du 5e étage de la rue de Rivoli, les lumières de la tour Eiffel scintillant comme des promesses mensongères au loin. Était-ce un rêve? Non. Le tatouage frais sur mon poignet gauche ou un serpent enroulé autour d'une rose, que j'avais fait avec Julien 2 semaines plus tôt me picotait encore, comme une cicatrice vivante. J'étais revenu. 30 ans, vivante, respirante, et armée d'une mémoire qui brûlait comme de l'acide sulfurique. Julien dormait à mes côtés, son souffle régulier trahissant son innocence feinte. Il ne savait pas encore que j'avais vu l'avenir, sa main serrant le manche du couteau, le dossier sur la corruption de son père, le puissant député Laurent Moreau que j'avais découvert par hasard dans son ordinateur, et le chèque qu'il avait encaissé pour me faire taire à jamais. J'avais été une idiote amoureuse, une journaliste ambitieuse chez Le Monde, prête à tout pour lui. Mais maintenant? Maintenant, j'étais une ombre revenue des morts, et la vengeance serait mon unique religion. Les premiers jours furent un supplice exquis. Je me forçais à sourire lors de nos petits déjeuners au café de Flore, où les croissants floconneux et le café noir nous liaient dans une intimité factice. Julien, avec ses cheveux châtains en bataille et son costume sur mesure, parlait de notre futur, un mariage discret à la mairie du 7e arrondissement, une maison à Saint-Germain-des-Prés, et peut-être des enfants qui hériteraient de son nom illustre. Je hochais la tête, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes jusqu'au sang, tandis que des flashs de ma mort me submergeaient, le goût métallique de mon propre sang dans la gorge, le cri étouffé que personne n'avait entendu dans cet immeuble bourgeois. Comment avait-il pu? Nous nous étions rencontrés à une soirée de gala au Louvre, 2 ans plus tôt, il, l'héritier d'une dynastie politique, moi, l'orpheline ambitieuse sortie de la Sorbonne. Notre amour avait été un feu d'artifice, nuit volée dans les ruelles de Montmartre, confession chuchotée sous les ponts de la Seine. Mais sous cette romance, il y avait eu les signes, ces appels secrets à des numéros masqués, ces absences prolongées à Bruxelles pour des affaires européennes. J'avais ignoré tout ça jusqu'à ce que je tombe sur les emails des preuves irréfutables de pots de vin versés par la firme de son père à des lobbyistes russes, un scandale qui aurait pu faire chuter le gouvernement Macron. J'avais voulu l'aider, le sauver, en lui proposant de tout révéler ensemble. Erreur fatale. Il avait choisi le silence, et moi, la tombe. Mon plan germa lors d'une promenade solitaire le long des quais, sous un ciel de plomb typique du printemps parisien. La Seine coulait paresseusement, indifférente aux drames humains qui l'abordaient, et je m'assis sur un banc près du pont des Arts, là où Julien m'avait offert un cadenas d'amour gravé de nos initiales. Je le brisai mentalement en 1000 morceaux. La vengeance ne serait pas brute, pas de poison dans son espresso, pas de défenestration théâtrale. Non, elle serait française jusqu'à la moelle, sophistiquée, impitoyable, tissée de mensonges et de manipulations qui le détruiraient de l'intérieur. D'abord, je devais reconstituer le puzzle. Dans ma vie précédente, j'avais fouillé seul, cette fois, j'allierais la ruse à la préparation. J'appelais mon ancienne mentor, Claire Duval, une éditrice acariâtre chez Libération, sous prétexte d'un déjeuner amical. Héloïse, ma chérie, tu as l'air d'une revenante, lança-t-elle en sirotant son chablis au Procope. Je ris, un son faux comme un billet de Monopoly.
Justement, j'ai une histoire qui va ressusciter le journalisme. Mais j'ai besoin de ton réseau. Claire, avec ses lunettes à monture d'écaille et son franc-parler qui sentait le gaullisme, mordit à l'hameçon. Elle me mit en contact avec un hacker freelance, un certain Théo, qui opérait depuis un café anonyme dans le Marais. Il avait l'air d'un étudiant en philo raté, barbe hirsute, hoodie gris, mais ses doigts volaient sur le clavier comme Paganini sur son violon. 500 € pour un accès basique à l'intranet de Moreau Senior, grogna-t-il. J'acceptai sans sourciller, vendant en secret une bague que Julien m'avait offerte, un diamant qui valait bien une trahison. Les fichiers arrivèrent par mail crypté, des transferts bancaires occultes, des notes manuscrites sur des arrangements avec des oligarques, et pire encore, un lien avec une affaire de blanchiment via des galeries d'art à Pigalle. Mais le clou du spectacle ? Une photo floue, Julien, adolescent, posant avec son père devant une villa en Corse, et une silhouette féminine effacée au premier plan. Qui était-elle ? Un fantôme du passé, peut-être. Mon instinct me hurlait que c'était la clé d'un secret plus sombre, une trahison qui remontait à l'enfance de Julien, un péché originel que même lui ignorait. De retour chez nous, je jouais mon rôle à la perfection. Le soir, je cuisinais un coq au vin parfumé au thym du Luberon, nos verres de Bordeaux dansant à la lueur des bougies. À nous, mon amour, trinquai-je, mes lèvres effleurant les siennes dans un baiser qui masquait mon dégoût. Il me serra contre lui, ignorant que mes mains tremblaient non de désir, mais de rage. Cette nuit-là, tandis qu'il ronflait doucement, je fouillais son téléphone déverrouillé par un code que je connaissais par cœur, notre date d'anniversaire. Des messages codés à un contact nommé « Fantôme », elle pose trop de questions. Nettoie tout. Mon sang se glaça. Était-ce moi, déjà ? Non, les dates correspondaient à des semaines avant ma mort. Il complotait depuis plus longtemps que je ne l'imaginais. Et le « fantôme » ? Un mercenaire, sans doute, engagé pour effacer les traces. Je pris des screenshots, mon cœur cognant comme un tambour de la Bastille. La graine de la discorde était plantée, il était temps de l'arroser. Les semaines suivantes furent un balai de duplicité. Par jour, j'étais l'Héloïse qu'il adorait, rire forcé lors de vernissage au centre Pompidou, promenade main dans la main au jardin des Tuileries, où les fontaines murmuraient des secrets que je gardais pour moi. Par nuit, je devenais une ombre, rendez-vous clandestin avec Théo dans des bars enfumés du 13e arrondissement, où l'odeur de PHO vietnamien se mêlait à celle de la trahison. Il creusa plus profond, exhumant un dossier scellé. En 2005, la mère de Julien, Isabelle Moreau, avait été impliquée dans un accident de voiture fatal en rentrant d'une soirée arrosée à Deauville. Officiellement, un dérapage sur route mouillée. Mais Théo trouva des incohérences, des traces de freins forcés, un témoin rétracté, et un versement anonyme de 200 000 € à la famille du défunt. Isabelle avait-elle tué pour protéger les secrets financiers de Laurent ? Et Julien ? Savait-il ? La photo en Corse prenait sens, la silhouette effacée était celle d'Isabelle, rayée de l'histoire familiale comme un chapitre honteux. Le secret chôné, la fortune des Moreau bâtie sur un meurtre, et Julien, l'héritier maudit, forcé de perpétuer le cycle. Cette révélation me frappa comme un uppercut. Dans ma vie antérieure, j'avais cru que Julien m'avait trahi par cupidité pure. Mais maintenant, je voyais la toile plus vaste, une malédiction générationnelle, où le fils expiait les péchés de la mère en vendant son âme au diable paternel. Était-ce de la pitié que je ressentais ? Non. De la fureur renouvelée. Il avait choisi de me sacrifier pour enterrer sa plus profond. Mon plan évolua, non plus une simple exposition, mais une démolition totale. J'approcherai d'abord son père, Laurent, sous couvert d'un interview bidon pour le Figaro. Monsieur le député, votre vision pour l'Europe post-Brexit, feindrai-je, un micro tendu comme une arme. Mais en réalité, j'enregistrerai ses confessions, piégées par des questions anodines sur l'art et la Corse. Théo m'équiperait d'un micro caché dans un collier à un pendentif en forme de tour Eiffel, ironie du sort. Le rendez-vous fut fixé au restaurant Le Train Bleu, sous les fresques opulentes de la gare de Lyon, où les élites parisiennes se gavaient de foie gras en ignorant les misères du monde. Laurent Moreau arriva en retard, son costume gris perle froissé par une séance à l'Assemblée, ses yeux bleus froids comme la Manche en hiver. Mademoiselle Lemoine, enchantée. Votre article sur les lobbies russes était audacieux. Son sourire était un scalpel. Nous commandâmes des escargots à la bourguignonne, et je lançai l'appât. Dites-moi, monsieur, comment un homme comme vous navigue-t-il entre l'art et la politique ? Votre collection de Picasso à Pigalle est légendaire. Il se détendit, un verre de Sancerre à la main,
et parla haut, comme il parla. Des anecdotes sur des acquisitions, discrètes, des amis, à Moscou, et un glissement fatal, ma femme, paix à son âme, adorait la Corse. C'est laquelle a trouvé ça. Paix éternelle. Mon pouce accéléra. J'enfonçai le clou, un accident tragique. Mais des rumeurs persistent. Des freins sabotés? Son visage se figea, puis il rit, un son creux. Les rumeurs sont le cancer de la République. Oubliez-les, ou elles vous consumeront. Je quittai le restaurant les jambes flageolantes, l'enregistrement brûlant dans ma poche. C'était la première fissure dans la façade des Moreau. Mais Julien flairait quelque chose, nos dîners devinrent tendus, ses questions inquisitrices masquées sous des caresses. Tu sembles distante, chérie. Un problème au journal? Je mentais avec l'aisance d'une actrice de la comédie française, juste le stress des deadlines. Allons au théâtre ce soir, voir Phèdre, ça me changera les idées. Racine, avec ses passions incestueuses et ses vengeances divines, était un présage parfait. Assis dans la salle obscure, tandis que la reine maudite hurlait ses tourments, je sentis la main de Julien se crisper sur la mienne. Savait-il? Ou était-ce la paranoïa qui le rongeait déjà? La deuxième phase de mon plan impliquait une décision qui me rongeait l'âme, impliquait des innocents. Théo, mon allié improbable, m'avait mis en garde lors d'un briefing dans son antre du Marais, entouré de posters de Camus et de serveurs bourdonnants. Héloïse, si tu lèves ce lièvre, tu vas réveiller des loups. Laurent a des amis au Quai d'Orsay, des juges à sa botte. Et Julien? Il est plus malin qu'il n'y paraît. Je hochai la tête, sirotant un café amer, mais intérieurement, je bouillonnais. L'innocence était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Mon premier coup de poker fut d'approcher Sophie, la sœur cadette de Julien, une galeriste éthérée aux cheveux blonds comme les blés de Normandie, qui tenait boutique près de l'opéra. Dans ma vie passée, elle avait été ma confidente, ignorant tout du monstre familial. Cette fois, je l'utiliserai comme levier. Nous nous rencontrâmes pour un thé chez Angelina, où les choux à la crème montaient en tours sucrés comme des mensonges. Sophie, avec son foulard Hermès noué négligemment, parla de son exposition à venir, des toiles abstraites inspirées par les ombres de la Seconde Guerre. Et toi, Héloïse? Toujours à chasser les fantômes journalistiques? Je souris, glissant le dossier falsifié ou des extraits édulcorés des enregistrements, avec juste assez de poison pour titiller. Regarde ça, Sophie. Ton père. Il joue à des jeux dangereux. Et Julien est au milieu. Ses yeux s'écarquillèrent, un mélange de choc et d'incrédulité. Impossible. Papa est un pilier de la droite gaulliste. Mais le doute s'insinua, tel un ver dans une pomme. Elle promit de creuser, de fouiller les archives familiales à leur maison de campagne en Provence. Parfait. Une taupe dans le nid. Entre-temps, la tension chez nous atteignait son paroxysme. Julien rentra un soir pluvieux, trempé comme un chien mouillé, et me surprit penché sur mon ordinateur. « Qu'est-ce que tu fabriques, Héloïse ?» Sa voix était un fil tendu. Je pivotais, feignant l'innocence, un article sur les galeries d'art illégales. Pourquoi, jaloux? Il s'approcha, son parfum boisé au celui de cri d'aventure, que j'avais choisi pour lui me donnant la nausée. Ses lèvres se posèrent sur mon cou, un baiser possessif. Ne joue pas avec le feu, ma belle. Certains secrets brûlent. Était-ce une menace? Ou un avertissement? Cette nuit-là, l'amour fut violent, presque haineux, ses mains sur ma peau me rappelant le fantôme de la lame. Au matin, je trouvai son téléphone allumé sur un message, « Fantôme, elle c'est pour la mère. » Élimine. Mon estomac se noie. Il suspectait Sophie déjà? Non, le message était pour moi. Le piège se refermait. Je contre-attaquai avec audace. Une fuite anonyme à Mediapart, un teaser des preuves, juste assez pour faire trembler les rédactions sans révéler la source. Le lendemain, les gros titres éclatèrent, scandale Moreau, lien suspect avec Moscou. Julien devint livide lors du petit déjeuner, son croissant intact. C'est toi, siffla-t-il. Je haussai les épaules, les yeux rivés sur le monde. Moi? Je suis clean. Mais ton père devrait nettoyer ses comptes. La dispute éclata, mots acérés comme des guillotines, accusations, pleurs fins, portes claquées. Il partit en trombe pour l'Assemblée, me laissant seul avec ma victoire amère. Mais la culpabilité me rongeait. Était-ce ça, la vengeance?
transformer l'amour en champ de ruines? Théo m'appela ce soir-là, sa voix hachée par l'urgence. Il bouge. Laurent a engagé un privé pour te filer. Et devine quoi? Le fantôme est un ex-flic corrompu, un certain Duval, pas le frère de ta Claire, mais du même bois. Il a un casier pour extorsion. Mon sang se glaça. Duval. Le nom résonnait comme un écho de ma mort, dans ma vie passée, c'était lui qui avait nettoyé la scène après le meurtre, falsifiant le rapport en suicide. Cette fois, je le devancerai. J'organisais une rencontre bidon avec un contact fictif dans un parking souterrain près de la place de la Concorde, sachant que le privé m'y attendrait. Vêtu d'un manteau noir, capuche relevée, je déposais une enveloppe vide, un appât pour les caméras de surveillance que Théo avait piratées. Clic. Preuve visuelle, un homme en imperméable gris tendant un pistolet à un complice. Envoyé directement à la police anticorruption. Le twist arriva lors d'un dîner familial à la maison Moreau, une bastide du 16e arrondissement au lambris de chêne et au lustre en cristal. Laurent présidait, sa femme absente depuis des lustres remplacée par une maîtresse discrète, une actrice déchue. Sophie était là, pâle, évitant mon regard. Julien, à mes côtés, serrait ma main comme un étau. Le vin coulait, rouge comme le sang, et les conversations glissaient sur la politique Macron, Le Pen, les élections de 2027. Puis Laurent porta un toast à la famille, pilier de la France éternelle. Je souris, levant mon verre. À la vérité, qui finit toujours par émerger, comme les ossements de la scène. Silence. Sophie toussa, Julien se raidit. Plus tard, dans les toilettes marbrées, elle me glissa un papier, maman n'a pas dérapé. Papa l'a poussé. Preuve dans le grenier de Provence. Le secret se déversait, Laurent avait tué Isabelle pour couvrir ses fraudes, simulant l'accident. Julien le savait, et l'avait accepté en échange de l'héritage. Cette révélation me brisa presque. La trahison n'était pas seulement personnelle, c'était un cancer familial, une malédiction qui avait infecté Julien dès l'enfance. Était-il un monstre, ou une victime? Non. Il avait choisi. De retour à table, je sentis son regard sur moi, calculateur. Héloïse, tu es bien silencieuse. Un secret. Je ris doucement. Juste un fantôme qui murmure. La nuit tomba sur Paris comme un linceul, et je sus que le point de non-retour approchait. Le haut de l'affiche était posé, il était temps de monter la scène finale. Avec la preuve de Sophie en poche, un journal intime jauni exhumé du grenier provençal, décrivant les disputes furieuses entre Isabelle et Laurent sur les « affaires sales », je devins une paria dans mon propre nid. Julien me surveillait ouvertement maintenant, ses textos nocturnes, où es-tu? Je répondais par des mensonges sucrés, tout en filant vers des rendez-vous avec Claire. Héloïse, tu joues avec la dynamite, me prévint-elle lors d'un apéro au comptoir du Relais, son cigare cubain crachotant comme un oracle. Publier ça va faire sauter des têtes, la tienne en premier. Je sirotais mon pastis, l'anis amer sur ma langue. Justement, Claire. C'est pour ça que je suis revenu. Pour que ça saute. La décision controversée vint cette semaine-là, infiltrer la fête d'anniversaire de Laurent, un gala somptueux au musée d'Orsay, où les statues nues contemplaient les vanités des vivants. J'y allais en solo, prétextant un reportage, vêtu d'une robe fourreau noire qui épousait mes courbes comme une seconde peau. Julien était là, en smoking, entouré de courtisanes politiques, des eurodéputés aux lèvres siliconées et des banquiers aux montres Patek. Il m'attrapa le bras dans un couloir lambrissé, son souffle chaud contre mon oreille. Ne fais pas d'idiote, Héloïse. Papa est intouchable. Je me dégageai, mes yeux plongeant dans les siens. Comme moi l'était. Murmurai-je. Il pâlit, un éclair de compréhension traversant son visage. Qu'est-ce que tu? Mais Sophie surgit, traînant une flûte de champagne. Frère, viens saluer l'ambassadeur. Il partit, me laissant avec elle. J'ai tout lu, Héloïse. Maman. Elle voulait divorcer, révéler les magouilles. Papa l'a tuée pour la bouche. Ses larmes coulaient, salant le tapis perçant. Je l'étreignis, un geste maternel fin. Aide-moi à finir ça. Appelle la presse quand je donnerai le signal. Le gala battait son plein, orchestre jouant du Debussy, caviar beluga sur blinis, et Laurent au centre, toaster en chef. Je m'approchai de lui près d'une toile de Monet, les nénuphars flous comme mes souvenirs de mort. Félicitations, député. Pour vos 60 ans.
Et vos secrets bien gardés. Il se tourna, son sourire figé. Mademoiselle Lemoine. Toujours curieuse. Je sortis mon téléphone, l'enregistrement du train bleu en lecture. Sa voix emplit l'air, oubliez-les, ou elles vous consumeront. Les invités proches se turent, un bourdonnement de confusion. Laurent arracha l'appareil, mais trop tard j'avais activé le haut-parleur. Qu'est-ce que c'est que ça, siffla-t-il. Je souris, venimeuse. La fin de votre empire. Et le début de la justice pour Isabelle. Le chaos éclata comme un feu d'artifice raté. Julien surgit, me plaquant contre un pilier. Espèce de salope. Tu vas payer. Son poing se leva, mais Sophie hurla, arrête. Elle a raison. Maman est morte par ta faute, par votre faute. Les flashs des photographes crépitèrent. Voici, Paris Match, tous attirés par l'odeur de scandale. Laurent, livide, fut escorté par la sécurité, mais les flics arrivèrent vite, alertés par mon appel anonyme à Théo. Duval le fantôme était là, en civil, son badge luisant. Ironie, il m'avait tué autrefois, maintenant, il m'arrêtait pour diffamation. Mais j'avais anticipé. Claire, postée dehors, lança la bombe sur Libération en ligne, l'intégralité des dossiers, le journal d'Isabelle scanné, les transferts bancaires. Les serveurs plantèrent sous l'afflux, Twitter ou X, comme on disait maintenant, explosa de moroguettes. Emmené au commissariat du 8e, menotté comme une vulgaire voleuse, je savourais le spectacle par la vitre du fourgon, sirène hurlante, foule en liesse devant l'Orsay. Julien me suivit, son regard un mélange de haine et de désespoir. Pourquoi, Héloïse? On pouvait être heureux. Je ris, un son brisé. Heureux? Avec le sang de ta mère sur tes mains. Il s'effondra contre la portière. Je ne savais pas tout. Papa m'a forcé. Mensonge ou vérité? Peu importait. La graine était semée, le poison circulait. Libéré sous caution le lendemain à Merci, Claire et ses avocats gauchistes, je rentrai dans un appartement saccagé. Julien avait tout retourné, tiroir vidé, photos déchirées, mon ordinateur fracassé. Un mot sur le miroir, tu es morte. Je touchais la glace, sentant l'écho de la lame. Mais j'étais vivante, et lui, en cavale. Les nouvelles déferlaient, arrestation de Laurent pour meurtre et corruption, perquisition à la Villa Corse, suicide tenté parmi les complices. Sophie m'appela, voix brisée, merci. J'ai toujours su, au fond. Était-ce le happy end? Non. La vengeance avait un prix, mon âme noircie, des amis perdus dans le tourbillon, et un vide béant où l'amour avait été. Pourtant, le twist final m'attendait lors d'une nuit d'insomnie, errant le long de la Seine. Un appel anonyme, Héloïse? C'est Duval. Tu as gagné. Mais sache que Julien. Il n'était pas le seul. Ton propre père, le défunt inspecteur Lemoine, couvrait Laurent depuis 2005. L'accident? Il l'a validé. Mon monde vacilla. Mon père, mort d'un infarctus, 5 ans plus tôt, complice du meurtre. Les flashs revinrent, ses absences, ses enquêtes spéciales. J'avais été trahi 2 fois, par l'amour et le sang. La boucle se fermait, amère comme un absinthe frelaté. La révélation de Duval me plongea dans un abîme plus profond que la mort elle-même. Mon père, Henri Lemoine, l'inspecteur incorruptible de la PJ qui m'avait élevé seul après la disparition de ma mère, un traître. Les nuits suivantes furent hantées par des souvenirs réécrits, ces médailles épinglées sur le manteau de la cheminée, ces histoires de « bons flics contre les requins de la finance », tous mensonges. J'appelai Théo, voix chevrotante, creuse sur Henri. Tout. Il hésita. Héloïse, t'es sûre? Ça va te détruire. Oui. Et c'était le but. Les preuves affluèrent comme une crue de la Loire, emails effacés mais récupérés, un compte offshore au nom de HL, et une lettre manuscrite datée de 2005, Laurent, l'affaire est close. La veuve ne parlera pas. Ton fils est en sécurité. Mon père avait falsifié les rapports de frein, empoché la moitié du pot de vin, et élevé sa fille dans l'ignorance pour expier en silence. La trahison était totale, un matrioshka de mensonges où chaque couche révélait une pourriture plus noire. Julien n'était qu'un pion, le vrai marionnettiste était mort, mais son ombre planait. Je confrontai Sophie lors d'un café au Flore, sous le portrait de Sartre qui nous toisait. Ton frère savait pour mon père? Elle baissa les yeux.
Peut-être. Papa lui a dit une fois, ivre, que les Lemoine étaient des alliés fiables. La presse, affamée, me traquait maintenant, micro tendu rue de Rivoli, drone bourdonnant à ma fenêtre. France Inter voulait mon témoignage, Canal+ un docu-fiction. Je refusais tout, me terrant dans un hôtel anonyme près de Bastille, où l'odeur de baguettes fraîches se mêlait à celle de la peur. Mais la vengeance appelait son du final. Julien était en fuite vue à Bruxelles, selon Interpol, et Laurent croupissait à Fresnes, attendant son procès. Je décidai le coup de grâce, une lettre ouverte à Le Monde, signée de mon sang métaphorique, liant tous les fils. La France des élites est un cimetière de secrets. Mon père, inspecteur, vendit son honneur pour protéger un meurtre. Julien Moreau, mon amour, c'est là mon sort pour l'héritage. Voici les preuves. Que la justice renaisse des cendres. Envoyée à minuit, elle fit le tour du monde avant l'aube. Les réactions furent un raz-de-marée, manifestation devant l'Assemblée, pétition pour une commission d'enquête, et un appel de l'Élysée au Macron lui-même, voix suave, Mademoiselle Lemoine, votre courage honore la République. Rencontrons-nous. Je déclinai, préférant l'ombre. Mais Julien revint, comme un spectre. Une nuit, il força ma porte d'hôtel, arme à la main à un pistolet volé, tremblant dans sa poigne. Tu as tout ruiné, hurla-t-il, cheveux hirsutes, yeux injectés de sang. Je ne reculai pas, le cœur calme comme la Marne en été. Ruiné? Tu m'as tué, Julien. Pour ça. Il visa, hésita. Je t'aimais, bordel. Mais papa. Il m'aurait daisé. Et ton père? Il était dans le coup depuis le début. La confession coula, un torrent, il avait découvert la complicité d'Henri des mois avant, utilisé ça pour me manipuler, me gardant proche pour s'assurer de mon silence. L'amour? Une cage dorée. Le coup partit, mais je roulais de côté, la balle s'enfonçant dans le mur tapissé. Je saisis une lampe, la fracassai sur son crâne. Il s'effondra, gémissant. Les flics arrivèrent à appel de Théo, et je le regardai menotter, brisé. Adieu, mon amour. La prochaine vie, choisis mieux. Emmené, il murmura, et toi, Héloïse? Es-tu revenu pour venger, ou pour punir le monde? La question me hanta. Le procès de Laurent fut un cirque national, diffusé en direct sur BFM. Témoignage larmoyant de Sophie, expert en balistique confirmant le sabotage, et moi sur l'estrade, voix ferme, la trahison commence dans les familles, mais elle finit devant la loi. Condamné à perpétuité, il s'effondra, hurlant des malédictions. Duval suivit pour complicité, son badge arraché comme une peau morte. Mais mon triomphe était creux, le livre de mon père, retrouvé dans ses affaires, révélait une dernière twist, ma mère n'avait pas disparu en 1995. Elle avait fui, fuyant Henri et ses corruptions naissantes, emportant des preuves qu'il avait étouffées. Était-elle vivante, quelque part en Amérique du Sud? Un espoir fou, ou un leurre? Paris, ville lumière, me semblait maintenant grise, ses boulevards hantés par les fantômes de mes erreurs. Claire m'offrit un poste permanent, tu es notre Jeanne d'Arc du journalisme. Je refusai, optant pour une retraite forcée en Bretagne, où les vagues de Quiberon lavaient les péchés. La vengeance avait été douce amère, un vin tourné, j'avais gagné, mais perdu mon innocence, mon amour, ma foi en l'humanité. Des mois passèrent, et la poussière du scandale retomba comme neige sur les toits de zinc parisiens. Le Monde publia un dossier entier sur « L'affaire Moreau-Lemoine », un pavé de 300 pages qui devint best-seller. Sophie hérita de la galerie, la transforma en espace pour artistes dissidents, et m'envoya des invitations gravées, amasseurs de cœur. Je souris, amer, en les jetant au feu de ma cheminée bretonne. Julien, extradé de Belgique, écopait de 20 ans pour complicité de meurtre et blanchiment en pâle à perpétuité, grâce à un avocat rusé qui plaida la manipulation paternelle. Il m'écrivit de sa cellule à la santé, Héloïse, dans une autre vie, sans père ni secret, nous aurions été libres. Pardonne-moi. Je brûlai la lettre, les flammes dansant comme des démons moqueurs. Pardon? La mort n'en avait pas connu, pourquoi en accorderais-je? Le vrai épilogue vint par un matin brumeux d'octobre 2025, alors que je marchais sur la plage de Carnac, les menhirs millénaires dressés comme des juges silencieux. Mon téléphone vibra, un numéro inconnu, accent argentin roulant comme le tango. Héloïse? C'est Marie Lemoine. Ta mère. Le monde s'arrêta.
Elle avait lu les articles, vu les preuves exhumées. Henri m'a chassé, menacé. J'ai fui à Buenos Aires avec un faux passeport. J'ai élevé un fils là-bas, mais je n'ai jamais oublié ma fille. Les larmes coulèrent, salées comme l'Atlantique. Elle avait gardé des copies des dossiers d'Henri, envoyés anonymement à des journalistes sud-américains ou des Bresse qui avaient allumé mon feu de vengeance sans que je le sache. Nous nous rencontrâmes à Paris, à l'aéroport Charles de Gaulle, sous un ciel d'ardoise. Elle était une version vieillie de moi, yeux verts perçants, cheveux grisonnants noués en chignon, un manteau usé sentant le maté. L'étreinte fut maladroite, puis dévorante. Tu as vengé ce que je n'ai pas pu, ma fille. Sur la terrasse du Fouquet's, nous parlâmes des heures, son amour pour Henri brisé par la corruption, sa fuite enceinte d'un amant éphémère, les années d'exil à élever un demi-frère que je jurais de rencontrer. Le secret final, elle avait été le fantôme originel, non pas un mercenaire, mais une ombre bienveillante, glissant des indices à travers les ans pour que la vérité émerge. J'ai murmuré à ton oreille dans les rêves, Héloïse. La résurrection, c'était aussi la mienne. La vengeance se referma en boucle douce, non pas bi-tragique, mais rédemptrice. Je repris le journalisme, mais libre, un blog indépendant sur les corruptions familiales, financé par les royalties du scandale. Sophie devint ma partenaire, nos expositions mêlant art et vérité. Julien? Un souvenir fané, comme un cadenas rouillé au pont des Arts. Et ma mère? Elle s'installa à Quiberon, apprenant à aimer la pluie bretonne. Paris, au loin, scintillait toujours, mais maintenant, ses lumières étaient bien pas des mensonges, mais des promesses tenues. Ainsi, de la tombe, je renaquis non pas pour haïr, mais pour guérir. La France, avec ses intrigues byzantines et ses passions fatales, m'avait brisé, elle me reconstruisit, l'âme par l'âme. Et si la trahison est le sel de la vie, la vengeance en est le vin à consommer avec modération, pour ne pas s'y noyer.